quart d'heure étant presque passé, je vous propose de commencer. Et je suis très heureux de saluer M. Guy Salabuhar qui nous fait l'honneur de faire cette conférence portant sur la Fondation du patrimoine et plus généralement sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine non indexé, non protégé par l'État. Monsieur Guy Salabuhar, c'est un ingénieur chimiste, docteur en sciences physiques, avec une très grande expérience dans le management, parce qu'il a fait sa carrière chez Total. Vous avez vu d'ailleurs sa petite notice biographique. Et il est maintenant, depuis plusieurs années, le directeur de relations avec ses contreparties institutionnelles et avec l'étranger pour tout ce qui concerne le patrimoine non protégé par l'État. Ce problème du patrimoine non protégé par l'État, c'est un problème extrêmement vaste et large, et nous avons la chance d'accueillir M. Guy Salabuhar, et la Maison roumaine aussi a été sollicitée. J'ai reçu plusieurs mails de Bucarest, notamment parmi les personnalités les plus connues, c'est Sergiu Nistor, qui est l'ancien représentant de la Roumanie à l'ICOMOS, et actuellement le conseiller du président Iohannis pour la culture et la sauvegarde du patrimoine. Et il souhaite avoir les informations les plus complètes et les plus larges de la conférence de nos jours. D'ailleurs, le PowerPoint M. Guy Salabuhar m'a transmis, je l'ai fait déjà envoyer donc à Bucarest à M. Sergiu Nistor. Le patrimoine non protégé par l'État est une préoccupation de la plus grande importance et qui fait suite à toute cette prise de conscience de la nécessité de la sauvegarde du patrimoine. Et la France est un pays qui, de ce point de vue, se trouve à la tête au niveau international de la définition des politiques dans ce domaine. Le patrimoine non protégé par l'État, d'après ce que M. Guy Salabuhar nous a fait connaître et qui est protégé par la Fondation du patrimoine en France, porte sur plus d'un demi-million de bâtiments. Si on compare ça avec les bâtiments qui sont protégés par l'État, qui sont inventoriés et qui rentrent dans le patrimoine de l'État, elles tournent autour de 40 et quelques milliers. Donc la différence, c'est environ moins de 10% de tout le patrimoine qui doit être protégé. Et les politiques qui sont définies pour ce patrimoine non protégé par l'État sont extrêmement utiles à des pays comme la Roumanie, où le problème de la sauvegarde du patrimoine est d'une très grande acuité, d'une très grande urgence. D'ailleurs, la Maison roumaine a des partenaires, des associations comme Sauver Bucarest, qui aussi s'occupent donc de sauver des bâtiments menacés par la démolition, parce qu'on vit malheureusement dans un monde où l'argent est roi et le plus souvent la spéculation immobilière est un grand danger pour la sauvegarde des bâtiments. Il y a aussi la difficulté financière, et je crois que les politiques, notamment les politiques fiscales, qui portent sur des allègements de ceux qui peuvent contribuer à cette sauvegarde, sont extrêmement utiles, et la Roumanie a beaucoup à apprendre. L'exemple de la Fondation du patrimoine dont M. Guissard nous parlera, et il nous dira sa disponibilité, si j'ai bien compris,
d'aider si la Roumanie en mettant à disposition l'expérience de la Fondation du patrimoine. Je m'arrête là. Vous avez eu d'ailleurs le résumé de son intervention et la notice biographique. Et encore une fois, je remercie beaucoup de l'honneur que Guy Saladoer nous fait de venir et nous entretenir ici du problème du patrimoine non protégé par l'État. Monsieur Saladoer, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur et madame, pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Et encore une fois, merci pour votre invitation. J'ai déjà eu l'occasion au mois de mai dernier jour d'avril, premier jour de mai, de présenter quelque chose d'un petit peu analogue grâce à Madame Bialou à Bucarest. C'est un très bon souvenir de ce séjour. Donc c'est un deuxième contact. Et vous avez un petit peu soulevé le voile, monsieur. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Je vous propose en l'espace de 40 minutes, 45 minutes, peut-être un tout petit peu plus si je suis trop bavard, de vous faire une sorte d'exposé liminaire de ce qu'est la Fondation du patrimoine, d'où vient-elle, comment elle a été créée, pourquoi, comment. La Fondation a 20 ans, donc on peut faire une sorte de bilan. 20 ans, c'est un bel âge, tout est encore possible, mais il y a déjà, on est déjà adulte. Je vous propose de vous raconter un peu cette histoire, avec cette idée, en arrière-pensée, mais vous l'avez dit, monsieur, que sans être un exemple, cette institution qui est un petit peu atypique, un petit peu anomalique, un peu inhabituelle, peut être reproduite ailleurs, peut être transformée, adaptée et constituer un élément d'une politique de préservation du patrimoine dans un autre pays, par exemple la Roumanie. Je confirme que, bien que la Fondation n'ait d'action qu'en France, la loi a prévu ça, au plan financier, la Fondation est tout à fait disponible pour partager son expérience avec d'autres acteurs, d'autres institutions, et on l'a fait très sommairement jusqu'à maintenant, on l'a fait avec d'autres pays, et à cet égard, notre disponibilité, elle n'est pas immense, mais elle est entière, voilà ce que je peux dire. Je vous propose avec quelques images de vous raconter cette histoire, qui est une histoire qui a 20 ans d'âge. Je vous propose de m'interrompre tant que vous le voudrez. Monsieur Herlé a dit, je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, je suis un spécialiste du gaz et du pétrole, c'est un autre monde. Et sans vous raconter mes campagnes, lorsque j'ai pris ma retraite, il y a quelques années de ça, déjà 7 ans, il se trouve que je connaissais la Fondation du patrimoine et son président de l'époque, qui a pensé que j'allais m'ennuyer si je restais chez moi. Et du vendredi soir au lundi matin, je suis passé dans cette fondation où je consacre quasiment... C'est devenu un plein temps et avec beaucoup de plaisir. Vous connaissez tous ces bâtiments. Ils vous sont sûrement familiers, vous les avez sûrement visités les uns ou les autres, les uns et les autres. Ils sont emblématiques. C'est la fierté des Français. Qu'il s'agisse des bâtiments essentiellement parisiens sur cette image, mais Versailles et puis le Mont-Saint-Michel. Tout le monde, on peut dire que tout le monde connaît ces bâtiments et même si on ne les a pas visités, on les connaît quand même. Par contre, je ne suis pas sûr que vous connaissiez cela. Je pense que vous ne connaissez pas ce petit chalet en haut, ce petit chalet de la vallée d'Abondance, qui est un chalet typiquement savoyard, ou bien ce moulin au centre là, qui s'appelle le Moulin du Bonheur, on ne peut pas imaginer mieux le jour de la Saint-Valentin, qui se trouve sur l'île de Porquerolles, et puis ces maisons de toute nature, de toutes sortes, qui font cette caselle qui se trouve dans l'Aubrac, qui servait d'abri aux agriculteurs lorsqu'ils étaient un peu loin de chez eux. Eh bien, ils allaient se mettre à l'abri là quand c'était trop loin pour rentrer jusqu'à la ferme, ou bien ils mettaient les animaux et les appareils agricoles. L'image n'est pas complète, elle va se compléter, je pense. Voilà. D'autres exemples d'édifices ou de bâtiments qui sont cultuels, religieux, parce qu'en France, 80% du patrimoine bâti est du patrimoine cultuel. Ah, je suis allé trop vite là. C'est allé trop vite. Voilà, je reste sur cette image. Qu'il s'agisse en haut à gauche d'un temple qui se trouve à Besançon, ici d'une synagogue qui se trouve à Paris, des chapelles, des églises, des vitraux, l'orgue de l'église de Bougival, et puis ce bourdon en haut, c'est le bourdon de la cathédrale d'Orléans,
Le bourdon de la cathédrale d'Orléans a été fêlé par un bombardement au mois de mai 1944 et il n'avait plus sonné pendant 60 ans, ou presque 70 ans, 70 ans même. Et il a été déposé l'année dernière, il est descendu de son support, qu'on appelle un beffroi. Il a été descendu, il a été refondu, puisqu'il était fêlé, il ne pouvait pas être réparé, on ne peut pas ressouder une cloche, refondu avec le même bronze, par un fondeur, c'est un travail tout à fait spectaculaire, et puis remonté, et le jour où le beffroi, où le bourdon a été réinstallé dans la cathédrale d'Orléans, toute la ville était là. Toute la ville était là, et y compris beaucoup de gens qui n'étaient jamais entrés dans la cathédrale. Ils étaient là pour réentendre le bourdon qu'ils avaient peut-être jamais entendu sonner, mais c'était un événement majeur. Pour dire que ce patrimoine participe à la vie de ceux qui sont à sa proximité. Quelques exemples précis. Dans Lyon, à Chanlay, ce très joli pigeonnier et les bâtiments, les communs, comme on dit, qui ont été restaurés là, sont les vestiges d'un superbe château du XVIIIe siècle qui a été démoli au XIXe, vendu à la découpe, comme on dit, à la pierre, pour construire autre chose, pour faire d'autres maisons, pour faire d'autres châteaux. Il ne reste que les communs qui étaient en ruine il y a 5 ans de ça, qui ont été achetés par 2 instituteurs parisiens, lassés de la vie parisienne. Ils se sont installés à Chanlay, là-dedans, dans ce bâtiment. Il fait pas toujours, le ciel n'est pas toujours aussi bleu, mais les bâtiments sont toujours aussi beaux. Et cette restauration a été faite grâce à la Fondation du patrimoine, je vous dirai comment. Cette petite église de Corse, il y a quelques années de ça, n'avait plus de façade. À Saint-Pantaléon, en Haute-Corse, il y avait une sorte de hangar dans lequel il n'y avait bien sûr pas de culte, pas de fidèles et plus de façade. Et puis le maire de Saint-Pantaléon a souhaité restaurer cette chapelle, cette façade baroque, tout à fait typique, merveilleusement faite, avec un dispositif de la Fondation du patrimoine. Dans d'autres régions de France, en Normandie, Haute-Normandie, ce temple, bien typique en briques, était lui aussi devenu un bâtiment agricole. Il n'y avait plus de fidèles, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de pasteurs. Et finalement, il a été le petit plomb, la petite lanterne qui a été retrouvée, qui avait été déplacée, qui avait été achetée par un collectionneur, a été remise en place, et le temple rendu au culte l'année dernière. Dans cette même région, cette région de l'Eure était jusqu'au XIXe siècle le grenier de Paris. C'est là que se faisait l'activité agricole qui alimentait l'Île-de-France. Il n'y a plus d'agriculteurs. Et pour l'activité agricole, il y avait des grands bâtiments, comme celui-là, où on garait le matériel agricole, où on garait les animaux, où on abritait les animaux, et ces grands bâtiments sont devenus inutiles. La petite ville, c'est un bourg plutôt, de Saint-Martin-aux-Arbres, a racheté ce bâtiment et a concentré là-dedans tous ces services techniques de la ville. Il y a la cantine scolaire, il y a la bibliothèque, il y a une petite salle à l'extrémité, qui sert de salle de cinéma ou de conférence un petit peu comme celle-ci, et puis les services techniques de la voirie de ce gros bourg de Saint-Martin-aux-Arbres. Donc une renaissance, une deuxième vie pour ce bâtiment. Une deuxième vie aussi pour celui-là, et on se trouve en Moselle, à proximité de Thann. Thann, c'est pas loin de Mulhouse. Sur ce site de Vesserlin ont été créées sous Louis XIV les filatures royales. Donc depuis Louis XIV, sur ce site, on cessé de se développer, de se transformer les activités du tissage, du tissu, de la confection, jusque dans les années 50, où ce lieu est devenu la propriété de Boussac, et où il y a eu 9000 ouvriers sur ce site. Et puis dans les années 80, on est passé de 9000 à 0, rattrapé par la concurrence extrême-orientale. Dans ces 3 bâtiments, le petit bâtiment rond en premier plan, c'était un moulin à eau qui apportait l'énergie mécanique pour alimenter, pour faire fonctionner, dans le grand bâtiment qui était derrière, toutes les machineries de tissage. Dans le deuxième bâtiment, comme il n'y avait pas d'eau toute l'année, il y a une machine à vapeur. Et derrière, dans ce grand bâtiment, au rez-de-chaussée, il y avait l'eau-tissage, au premier étage, le tissage, et dans les étages au-dessus, les machines à coudre, avec la confection, et les femmes qui faisaient la couture, qui faisaient la confection. Donc des centaines et centaines de personnes là-dedans. Ce bâtiment a été conservé
restauré, une cheminée exceptionnelle de section carrée, il n'y en a jamais, extrêmement rare. Tout cela a été restauré, le petit bâtiment circulaire est devenu un musée du tissage. Le bâtiment rectangulaire est une salle des fêtes, et le grand bâtiment derrière, c'est du logement social. Logement social. Et le maire de Esserlin nous dit le succès de cette est visible parce qu'il y a de nouveau des embouteillages dans la vallée. Donc il y a de nouveau une repopulation de ce petit village abandonné dans la nostalgie de la décroissance du textile. Eh bien, il a retrouvé de la vie en mélangeant l'aspect muséal, historique, et puis l'aspect concret, la réalité de la vie d'aujourd'hui, dans ce bâtiment qui est devenu du logement. Un autre exemple de bâtiment d'édifice cultuel. Cette petite chapelle se situe à Pau. Elle faisait partie d'un ensemble conventuel. C'était les sœurs réparatrices qui avaient été installées à Pau à l'époque où, au XIXe siècle, de nombreux Anglais venaient à Pau, où le climat est doux, où l'air est bon, et les Anglais venaient en villégiature, j'avais froid, Pau, et souvent j'avais froid. Donc de riches familles anglaises étaient là, et l'une d'entre elles avait mécéné, on ne disait pas mécène à l'époque, mais c'était ça, payé une congrégation, payait à une congrégation un ensemble de bâtiments, dont cette petite chapelle des réparatrices. Et puis les sœurs sont parties, et pendant 50 ans, cette chapelle est restée libre. Le maire de Pau, maintenant décédé, André Labarère, a acheté cette chapelle, et puis quelques années sont encore passées, avant qu'il se trouve un ingénieur acousticien qui a trouvé le moyen, avec ces sortes de toiles tendues en haut, d'éliminer les échos et la possibilité de faire de cette chapelle une salle de concert. Et en faisant ces travaux, il a été découvert que l'orgue qui est au fond, que l'on pensait qui ne marchait plus du tout depuis très longtemps, et que beaucoup pensaient être un orgue ordinaire, était en fait un cavaillé-école, avec une machine Parker, un orgue exceptionnel, qui a été restauré, et maintenant, cette chapelle est le centre de la vie musicale de Pau. Tout ça a été fait entre 2008 et 2012, avec de l'argent public et aussi la fondation et quelques mécènes. Un autre exemple encore, dans le centre de la France, à côté de Clermont-Ferrand, la petite ville de Châtel-Guyon était au XIXe siècle une ville de villégiature et une ville d'eau. Et pour que les curistes se distraient, un petit théâtre avait été construit, tout petit théâtre, il y a 280 places, 380 places. Et pour que les curistes se distraient en respirant le bon air, il y avait un toit ouvrant. Le plafond était ouvrant, un peu comme la mosquée de Casablanca. Ce théâtre a été d'abord abandonné, puis transformé en cinéma, en supprimant une partie du balcon du haut, en condamnant le balcon du haut. Bref, abandon, sécurité impossible. Et récemment, le maire de Châtel-Guyon, qui s'appelle M. Bonichon, qui était le patron de Vulcania auparavant, a décidé de refaire ce théâtre parce qu'il se trouve maintenant que beaucoup de petites troupes de théâtre, recherchent des théâtres de dimension moyenne comme ça pour préparer les spectacles avant d'aller dans les grandes villes. Donc il y a un nouveau marché et ce bâtiment, ce petit théâtre, retrouve une vraie vie pour la raison pour laquelle il avait été construit. Par contre, cette usine du début du XXe siècle est au bord de la Seine, c'est la Seine qui est là, Saint-Fargeau-Ponthierry. C'était une usine qui fabriquait du papier peint. C'était la plus grande usine du monde de papier peint, l'usine Leroy. Elle fabriquait du papier peint en particulier avec une machine extraordinaire qui imprimait 26 couleurs simultanément. La machine de 26 couleurs. Un réglage d'horloger tout à fait extraordinaire. Et puis le papier peint, dans les années 80, il a disparu aussi. L'usine a été fermée. Et il y a quelques années, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, M. Valquer, a racheté cet ensemble et en a fait le pôle culturel de la ville. 2 salles imbriquées l'une dans l'autre, 2 salles de spectacle de toutes sortes. Et puis vous voyez que le papier peint a gardé sa place et il a été récupéré pour servir de décor. Donc il y a un aspect historique, muséal, mais en même temps un emploi dans la vie quotidienne, dans la vie de la cité de ce bâtiment du début du XXe siècle. Voilà, c'est une photo prise il y a quelques semaines, et ça, la finition est juste en cours. Maintenant elle est terminée.
un dernier ou avant-dernier exemple très différent. Ce petit funiculaire se trouve en Savoie, entre Chambéry et Grenoble, et il escalade une sorte de côte qui donne accès à un plateau au sommet, où, au début du XXe siècle, on a construit des quantités de sanatoriums. C'était l'époque où on a découvert que les troubles pulmonaires étaient soignés par l'exposition au soleil, dans des lieux comme ça, très bonne ventilation. Et donc, pour construire ces sanatoriums et monter les matériaux sur ce plateau, on a construit un funiculaire. C'est donc un funiculaire de marchandises, pas destiné aux passagers, destiné aux marchandises. Et puis, il a été abandonné d'abord quand les chantiers ont été finis, et puis quand les sanatoriums ont eu moins de succès du fait des produits chimiques et de la pharmacie. Ce funiculaire a été abandonné, mais pendant quelques temps, il a été récupéré par des Suisses. Voilà une image de la machinerie, superbe, le jour de l'inauguration, en 1924. Eh bien, on peut dire que presque 100 ans plus tard, 80 ans plus tard, vous voyez, c'est la même machinerie et c'est le même machiniste. Il a la même moustache, elle est devenue blanche. Vous vérifiez, je remets l'image précédente, si elle veut bien, voilà. Au même endroit, le même bonhomme et la même machine qui a été remise en état. Et ce funiculaire connaît une nouvelle vie. Voilà, les wagons ont été reconstitués. En réalité, ce n'est pas tout à fait une restauration, là il y a un aspect de reconstitution. Transitoirement, les Suisses avaient mis des wagons en tôle absolument abominable. Une nouvelle vie pour ce funiculaire parce que sur ce plateau, des jeunes ont découvert il y a quelques années que c'était un spot, un lieu formidable pour le vol à voile, pour le deltaplane. Et pour monter les deltaplanes, ils prenaient une petite route, consommaient beaucoup d'essence, faisaient beaucoup de CO2. Et maintenant, pour faire du deltaplane à cet endroit qui est recherché par l'Europe entière, on y monte avec le funiculaire. Donc une nouvelle vie, du fait d'une nouvelle activité, d'une nouvelle place dans la vie de la cité.